Bonsoir, merci de bien vouloir vous asseoir. On va essayer de commencer pour une fois qu'il n'y a pas de grève dans les métros comme tous les ans ou qu'il n'y a pas de problème particulier. On va essayer de commencer à peu près à l'heure. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Il y a deux événements qui marquent l'année d'enfance majuscule. Il y a le gala Salgavo, une soirée de fundraising, un moyen très efficace de faire entrer des sous, l'argent étant pour l'association bien sûr indispensable pour mener des actions. Et puis il y a cette soirée des prix médias, la 14e, un événement qui lui aussi est indispensable pour motiver, pour aider et pour récompenser ceux qui ont osé. Oser proposer à leur chaîne, oser proposer à leurs producteurs des documentaires, des fictions, des reportages sur des sujets qui souvent font fuir les diffuseurs. Combien d'entre vous ont dû entendre « oulala », pas sûr qu'avec l'ambiance actuelle et ce qui se passe dans le monde, ce soit le bon moment pour proposer aux téléspectateurs un sujet sur la violence faite aux enfants. Et pourtant, tous les ans et toute l'année, des histoires plus terribles les unes que les autres font la une de l'actualité. Des petites lianas, il y en a des dizaines, des centaines. Et que faisons-nous, nous, adultes, qui devrions défendre nos enfants? Que fait la justice? Elle laisse dans la nature un homme contre lequel avaient été déposées de nombreuses plaintes pour viol sur mineurs. Alors bien sûr, en parler ne suffit pas, en parler ne fera pas disparaître ces prédateurs. Des lianas, il y en aura d'autres, mais c'est parce qu'on en parle, parce que vous en parlez dans les médias, que des gens vont peut-être se décider à pousser les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et je vais laisser maintenant la parole à la présidente d'Enfance Majuscule, Patricia Chalon. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce prix est important, je dirais même qu'il est essentiel, et particulièrement cette année, où un certain nombre de documents, et vous allez les voir, font émerger de nouvelles problématiques très inquiétantes. Par exemple, celle de l'économie lucrative sur le thème de l'enfance, qui acte la démission de nos politiques, aussi bien autour des métiers de l'humain que de la protection de l'enfance. Le manque de moyens patent laisse entrevoir une dérive grave pour les générations à venir si rien n'est fait d'une manière rapide pour mettre en place un service de qualité de la protection de l'enfance. Nous sommes rattrapés par l'actualité de la mort d'une petite fille. Pourtant, les statistiques sont claires. Sur 130 000 plaintes pour violences sexuelles contre les mineurs en 2025, on retrouve 73% de classements sans suite, 8% de condamnations pour violences sexuelles et 3% de condamnations pour viol. Ce soir, nous allons récompenser des acteurs majeurs de la protection de l'enfance et de la prévention et de l'information. Des journalistes, des auteurs, des réalisateurs, des acteurs qui ont le courage de montrer ce que certains considèrent comme immontrable et de dénoncer ce que certains souhaitent surtout ne pas voir dénoncer. On dit souvent que partout où il existe des rapports de pouvoir fortement asymétriques, il y a une potentialité de violence sexuelle. Et moi, j'ai envie d'ajouter, où y a-t-il un rapport de pouvoir plus asymétrique que celui qui existe entre un adulte et un enfant? La colère nous anime tous face à de telles violences, mais j'ai envie de distinguer deux sortes de colère. Celle qui nous ronge le cœur et qui nous donne le sentiment d'être impuissants, et puis celle que l'on peut toutes et tous utiliser pour se mobiliser, même si ce n'est qu'un tout petit peu, même si ce n'est pas assez. C'est ce que nous essayons de faire à Enfance Majuscule, et c'est pour cela que ce prix existe. Nous avons un jury extrêmement compétent. Il est là ce soir et nous donnerons la parole à chacun des jurés pour défendre un des programmes qu'il a particulièrement soutenu et défendu. Nous pouvons aussi compter sur le soutien d'un parent et d'un parrain, à la fin force il devient un parent, qui porte notre association depuis toujours et qui accompagne chacune de ses actions. Merci Michel.
Les réflexions de Bernard Gols autour de chacun des programmes nous apporteront cette année encore un éclairage précieux. Merci Bernard. Sans le soutien actif, permanent et bienveillant de Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne, qui est là ce soir et je l'en remercie, nombre de nos projets ne pourraient jamais voir le jour. Merci à lui et à toute son équipe. Et nous avons besoin bien sûr de tous les bénévoles de l'association qui la rendent vivante et portent très haut chacun des projets. Merci à chacun d'entre eux et cela nous permet parfois d'être un peu moins en colère. Monsieur le maire, si vous voulez nous dire quelques mots. Un petit mot d'accueil. Merci, chère Patricia. Je voudrais saluer la présence de Stéphanie Molton, qui est adjointe à mon côté, chargée de la petite enfance, de nos crèches de Boulogne-Billancourt. On est une ville qui se félicite. On a satisfait 77% des demandes de places en crèche cette année. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un score absolument exceptionnel. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, il n'y a pas une ville qui déplace ces 50%. Puis la petite ville, vous savez, qui est à côté de Boulogne, là, juste là, eux, ils sont même pas à 26%. Nous, on est à 77%. Donc, on est très heureux d'accueillir les jeunes ménages parisiens qui franchissent le périphérique pour trouver une place en crèche à Boulogne-Billancourt. Et des places en crèche de grande qualité parce qu'on a de nombreux psychologues qui interviennent dans nos crèches. Patricia sait effectivement l'attention personnelle que je porte à l'encadrement des enfants dans notre collectivité. Je voudrais saluer votre parrain, bien sûr, le parrain de l'association Michel Simès, qui passe sa vie à Boulogne-Billancourt. Il a même créé sa chaîne de télévision à Boulogne. Les studios sont à Boulogne, il vit à Boulogne, il fait tout à Boulogne. Donc je suis très heureux. Il a plein de projets à Boulogne, Michel. Et chez lui, ici à Boulogne, je voudrais saluer le parrain de ce soir du prix, Bernard Gols. Juste un mot pour vous dire qu'effectivement, l'actualité vient tristement valider l'engagement de Simone Chalon, qui a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années. Je me rappelle, j'étais jeune député, elle avait un tout petit bureau, et c'était même pas un bureau, c'était une partie de son appartement personnel, rue de Paris, au 5e étage, sans ascenseur. Et effectivement, elle s'était lancée dans ce combat pour la protection de l'enfance. À l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on voit effectivement toute l'inventivité, toute la sensibilité de Simone Chalon à l'époque pour engager ce combat qui était vraiment pas facile. Aujourd'hui, on en parle davantage, mais c'est extrêmement compliqué. Je voudrais juste vous donner le point de vue d'un employeur, d'un modeste employeur que je suis en tant que maire de Boulogne-Billancourt. On a à peu près 17 000 enfants scolarisés à Boulogne-Billancourt et on en a entre 4 et 6 000 qui fréquentent nos centres de loisirs, l'école municipale des sports, qui fréquentent, sans compter tous ceux qui fréquentent la cantine, parce que le taux de cantine a dépassé les 95% à Boulogne. Pour tout ça, il faut des encadrants. Des encadrants. On a 400 personnes qui travaillent dans nos cantines. Je ne compte pas les 500 qui travaillent dans nos crèches. On a 400 animateurs qui s'occupent de nos enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le volume que ça représente au total sur 2000 agents municipaux. On en a à peu près de 1500 qui travaillent directement en contact avec l'enfance au quotidien. On oublie que les enfants sont scolarisés 143 jours par an. Et ils fréquentent les centres de loisirs 100 jours par an. La responsabilité d'un directeur de centre de loisirs est aussi importante que la responsabilité d'un directeur d'école. Or, dans les collectivités locales, la filière animation, le statut de la filière animation a été créé que récemment. C'est que depuis quelques années qu'on a maintenant des professionnels dans l'animation dans nos collectivités locales. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose qui était fait, qui était confié parfois à des bénévoles, parfois à des vacataires qu'on recrutait la veille pour le lendemain. Il n'y avait pas du tout de structure. Aujourd'hui, heureusement, il y a une filière de l'animation. On peut former nos cadres, on peut former nos directeurs de centres de loisirs, on peut former nos animateurs, mais surtout, ce qui est important, c'est la stabilité justement de ces animateurs. Or, c'est un vrai sujet, parce que les familles nous confient leurs enfants en masse, septembre, octobre, novembre.
On est à 100%, presque en surbooking comme dans les avions, même 110% dans les centres de loisirs. Et à partir de novembre, ça baisse un peu et ça recommence, la fréquentation augmente à nouveau en février. Donc je ne sais pas si vous voyez la courbe. Et puis les vacances, effectivement, l'été, on a beaucoup moins d'enfants. Donc il est très compliqué d'avoir des gens à la fois qui soient stables, qui soient formés, qui deviennent titulaires de la fonction publique lorsque, en fait, le temps de travail sur l'année est très fluctuant. Alors, il faut faire des efforts. Alors, on en fait. Moi, j'ai titularisé beaucoup d'animateurs. Tous nos directeurs de centres de loisirs à Boulogne sont diplômés BPGEPS. Ils sont diplômés BAFD. Ils ont des formations continues. Et on a également des animateurs titulaires en grand nombre qui font le noyau. Et on a également des mensualisés. Parce qu'un animateur qui travaille le mercredi 10 heures, il travaille le temps de cantine 1h30 par jour, vous multipliez par 4 jours de cantine, ça fait 6 heures, ça fait 16 heures par semaine. Il fait un peu d'animation du soir, après l'école, il fait 1 heure par-ci, par-là, il arrive à 20 heures. À 20 heures de travail par semaine, vous ne pouvez pas avoir une fiche de paye qui vous permette de vous loger, de vous nourrir en Île-de-France. Donc il faut trouver des réponses. Alors la réponse, effectivement, c'est la titularisation. Mais la titularisation d'un animateur qui va travailler sur la ville, d'abord, il faut trouver de quoi l'occuper le reste du temps, parce que c'est 35 heures, le temps de travail. Donc, il faut faire preuve d'imagination. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte, pour la titularisation des derniers animateurs à Boulogne-Billancourt, me coûte 3,4 millions d'euros par an. Alors, on a beau tirer la manche des services de l'État pour leur dire, attention, il faut professionnaliser l'animation, il faut qu'on ait des gens titulaires, des gens formés, des gens accompagnés. L'État s'en fiche complètement. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, la triste actualité aujourd'hui devrait nous permettre de secouer le cocotier. On ne secoue pas assez le cocotier. Il faut qu'avec mes collègues maires, on se mobilise pour demander un accompagnement digne de l'État, une formation digne de ce nom, avec un vrai temps de psychologie, parce qu'il n'y a pas dans la formation le diplôme d'animateur, le BFD, il se passe en 1 semaine pour la partie théorique, après il y a la partie pratique et après il y a la confirmation, comme on dit, la spécialisation. Et le temps de formation de psychologie pour ce diplôme de BAFD, sur un temps de stage d'1 semaine, ça doit être 4 ou 5 heures. Voilà. Donc il y a vraiment, effectivement, quelque chose à mettre en place pour renforcer la formation des animateurs, pour mettre l'enfant en sécurité affective, en sécurité physique, c'est absolument indispensable. C'est un message que je veux vous faire passer parce que c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Et puis on doit le mener également, il y a les institutions. Je vais juste vous citer un exemple. Il y a un prêtre à Boulogne-Billancourt qui a décidé de passer un doctorat de psychologie. D'accord ? Et notamment pour se consacrer au sévice dans l'Église, ce qui était courageux de sa part. L'évêque du département des Hauts-de-Seine le soutient dans cette démarche. Il a été missionné pour faire des études plus spécifiques sur l'Église, institution, sur les fédérations sportives et sur l'éducation nationale. Sur l'Église, elle joue à peu près le jeu. Ça va. Avec les scandales qui se sont passés, il dévoile les choses petit à petit. Il y a encore des choses cachées, certainement. Sur les fédérations sportives, ça se passe bien aussi. Je crois que les présidents de fédération ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Sur l'éducation nationale, c'est la catastrophe. C'est le blackout total. Il n'a accès à aucun dossier. Et je pense que là aussi, on n'en parle pas assez. Les journalistes n'en parlent pas assez. On parle des scandales, effectivement, du périscolaire dans les communes. On ne parle pas du scandale dans l'éducation nationale où systématiquement un instituteur dévoyé est muté, remplacé, déplacé dans une autre académie pour que personne ne le sache. Je crois qu'il faut parler, effectivement. Il faut que l'éducation nationale joue le jeu. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un ministère qui se dispense effectivement de cette introspection absolument nécessaire pour la protection de l'enfant. Voilà. Petit message que je voulais faire passer un peu politique, mais regardez ce petit livre. Un vilain secret. Patricia, en 2023, me dit, Pierre-Christophe, voilà, on a édité un petit livre sur les agressions, les agressions sur les enfants. Et ben, on a réussi à le faire mettre dans les cartables des 1200 élèves de CM1 de la ville. Ça n'a pas été facile. Notre inspectrice locale était à fond pour. L'éducation nationale, vous allez mettre ça dans les cartables, les enfants vont rentrer le soir chez eux, puis ils vont montrer, regarde papa, regarde maman, ce que la maîtresse m'a donné dans le cartable.
Eh ben, je trouve qu'on a fait une très belle opération. Il faut qu'on la continue, Patricia, il faut qu'on la renouvelle. Voilà, le jour, effectivement, l'éducation nationale sera capable de mettre ça dans tous les cartables des enfants de France, on aura fait un grand progrès. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et merci de nous recevoir tous les ans ici dans cette belle salle. Une petite nouveauté, Patricia, cette année, une collaboration avec l'atelier graphique de Rennes. Oui, avant de passer à la remise des prix, j'aimerais bien vous parler de ces projets qu'on a avec des étudiants. C'est formidable de travailler avec des étudiants parce qu'ils vont ensuite partir dans le monde, que ce soit des étudiants en communication, que ce soit des étudiants en graphisme. Et on leur donne un projet et on a été stupéfaite vraiment par la qualité des projets qu'ils nous ont proposés. On a été vraiment très étonnés de la qualité de leur travail et c'est pour ça qu'on les a fait venir ce soir. Voilà, et on va demander... on lance une petite vidéo, tu la lances avant Oui. Non, vas-y. Non. Donc il y a une affiche, c'est quoi? C'est une affiche qui était destinée... Alors, une affiche, on leur a demandé de travailler sur un projet précis, qui est les violences intrafamiliales. Souvent, quand des parents sont entendus au commissariat, on leur dit vous avez été violents entre vous, vous avez dit des choses épouvantables, et ils répondent oui, mais on n'a pas du tout touché nos enfants, on ne les a pas battus, on n'a rien fait à nos enfants. Il faut savoir que les enfants qui vivent dans un climat de violence intrafamiliale ont les mêmes symptômes que ceux qui sont battus directement eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on leur a demandé de travailler. Ils ont fait un travail formidable et on a, parmi tous ces travaux, élu celui-ci. Ils ont fait une affiche et ils ont fait, que nous mettrons sur les réseaux, et ils ont fait une petite vidéo de quelques secondes qu'on va voir aussi. Bonjour, je suis fatiguée, s'il te plaît. Eh, réponds-moi, t'es avec nous? Non, attends, laisse. Arrête! Arrête! Voilà, c'est un très beau slogan. Et je vais demander à Julie Gallode, Jules Vincendo et Rogatien Simon, étudiants à l'origine de la campagne, de descendre ici pour recevoir les applaudissements de toute la salle. Ludovic Dufour, responsable pédagogique, et Vincent Amiot, intervenant en design graphique. Voilà, c'est important effectivement que les jeunes se mobilisent. C'est une belle initiative. Et on va vous remettre un prix. Alors les trophées sont remis par la présidente du jury, Danielle Ikid-Bachian. Merci à vous, c'est important parce que nous on vieillit beaucoup et que c'est vous qui allez prendre la relève plus tard. Il y en a un qui va se dévouer pour nous expliquer ce que vous a apporté, ce petit défi, ce challenge de créer cette affiche et cette très belle vidéo. Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je voulais remercier en force majuscule nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ça, parce que c'est vrai que chacun, en fait, à notre échelle, on peut se sentir assez impuissant face, en fait, à toutes les injustices et l'horreur qu'il y a au quotidien autour de nous à ce sujet-là. Et donc, on est vraiment très contents et on voit ainsi vraiment sincèrement nous avoir donné l'opportunité et le pouvoir de travailler là-dessus. Donc ensuite, ce qui était très compliqué avec ce projet, c'est qu'il y avait, en fait, il fallait en fait montrer l'horreur, mais sans réellement la montrer, désigner aussi les parents, mais sans réellement les montrer. Et aussi, c'est une violence en fait qui est psychologique, qu'on ne voit peut-être pas réellement au quotidien. Et donc d'arriver à l'illustrer, toute cette violence qui s'abat sur les enfants malheureusement, afin que ça crée un visuel qui est impactant et qui du coup puisse être dans la rue, diffusé dans les écoles et dans tous les centres des enfants, les établissements. Donc pour cela, on a choisi en fait de vraiment représenter l'enfant presque comme en fait enfermé entre les ondes, qui subit ces ondes au quotidien, comme si en fait ça le touchait de loin, mais que finalement ça finit par l'entourer, et qui finit en fait l'enfant là-dedans par être tassé. Et on voit justement ce bruit dans la vidéo, où vraiment on sent qu'il y a un trop-plein pour l'enfant, et qu'il y a même un peu un sentiment de claustrophobie, même s'il n'est pas enfermé malheureusement,
Heureusement, pardon. Non, et donc, voilà, on a vraiment tenu, encore une fois, à remettre l'enfant au cœur, en fait, du sujet et arriver à désigner les parents, encore une fois, sans réellement les montrer, pour aussi cliver le moins possible et être ouvert au plus de monde possible. Merci, merci beaucoup à vous et bravo. Je vous laisse retrouver vos classes. Bernard Gols, je vais te présenter quand même avant. Oui, mais là c'était juste pour dire un mot pendant qu'ils sont encore là. Non, les conflits dont vous parlez, ils sont déjà un problème pendant la grossesse. C'est pas que à l'air libre. Hein. Déjà pendant la grossesse, le bruit, les mouvements, etc. Commence tôt. Et c'est vrai que c'est un traumatisme dont on parle peu, finalement. Les violences physiques, c'est une chose, mais quand on s'engueule dans un couple, on ne se rend pas compte de la violence et de l'impact. De l'impact sur les enfants. Ils ont exactement les mêmes symptômes que s'ils avaient été battus eux-mêmes. Merci beaucoup. Ça me donne... alors on les applaudit bien fort. Ça donne l'occasion de vous présenter Bernard Gols, qui est aussi fidèle tous les ans, pédopsychiatre, professeur des vous avez une demi-heure devant vous. Professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes, psychanalyste et essayiste, président et cofondateur de l'Institut contemporain de l'enfance. Et ça n'est qu'une partie du CV. Merci beaucoup Bernard de nous accompagner. On va commencer avec la remise des prix. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, sachez que nous avons plusieurs catégories. Des catégories documentaires, des catégories fiction, certains tournés en France, d'autres à l'étranger. Et Patricia, on va commencer avec la catégorie jeunesse, avec une mention pour T'es fou d'info, avec comme auteur-réalisateur Guillaume Buan, production TFX, TF1 Production et diffusion sur TFX qui appartient au groupe de TF1. Alors, on va laisser un des membres du jury expliquer pourquoi on a primé ce programme. Mais en tout cas, quand on en a discuté, il était clair pour nous que c'était important que les enfants aient un magazine qui leur soit consacré. Non pas simplement une émission ludique, mais un magazine d'actualité avec des sujets de société, avec des choses qui les concernent directement, des problèmes de harcèlement, par exemple. Et c'était extrêmement intéressant cette année d'avoir ça comme programme. Alors, comme Patricia l'a dit tout à l'heure, à chaque fois, il y aura dans la vidéo un membre du jury pour défendre, expliquer le choix du jury avec un extrait de la vidéo avant de faire descendre les lauréats et d'avoir le commentaire de Bernard. Donc pour commencer, vous allez entendre Muriel Achéry, productrice artistique et scénariste, qui va défendre cette mention jeunesse. Nous avons été particulièrement intéressés par le programme jeunesse T'es fou d'info, diffusé sur la chaîne TFX et sur la plateforme TF1+, et nous sommes très heureux de lui décerner aujourd'hui une mention. Ce programme est un magazine d'information hebdomadaire de 6 minutes pour les enfants de 6 à 12 ans, qui répond aux attentes du prix média pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à l'heure des réseaux sociaux, de la surinformation à la qualité aléatoire, il nous paraît très important d'informer intelligemment les jeunes téléspectateurs sur des sujets très variés qui les concernent tous, que ce soit des sujets de vie quotidienne, de culture générale ou des questions plus sensibles qui préoccupent davantage le prix média et l'association Enfance majuscule, comme le harcèlement. Ainsi, nous avons été particulièrement sensibles au magazine spécialement dédié au harcèlement scolaire et diffusé à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui a lieu chaque année au mois de novembre. Aussi, la réalisation de ce programme, son format, nous paraissent bien adaptés au jeune public. Chaque épisode propose 4 thématiques illustrées par des reportages, par des interviews ou des commentaires en off, et ceci toujours à hauteur d'enfant. Enfin, une info ouf, incroyable, rigolote, mais traitée avec sérieux et mise en avant par les oufs, des personnages de l'émission T'es fou que les enfants connaissent bien. Un programme intelligent fait pour les enfants qui ont le désir de bien s'informer. Bravo à tous. Bienvenue dans T'es fou d'info, le magazine d'information qui donne la parole aux enfants.
Mes parents m'ont toujours dit que le matin, fallait que je me lève en aimant ce que je fais. C'est comme si j'oubliais toute la journée et ça m'apaise vraiment. Tout le monde a un rôle, il y a un esprit de famille, de convivialité, on s'entend tous très bien. C'est comme des espèces de petits morceaux de colonies de vacances. Des vacances, mais où tu apprends des choses. Tout le monde se soutient, on se bat les uns pour les autres, on est tous ensemble. On est tous égaux, même si y en a un qui est plus fort que l'autre. On est tous en train d'apprendre. T'es fou d'info, c'est déjà plus de 50 interviews exclusives auprès d'experts. Un enfant est curieux. Toujours être dans la proposition permanente. Léonard de Vinci a peint tout au long de sa vie mais très peu de tableaux. Une vingtaine, il préférait peindre très peu mais des tableaux absolument parfaits. La devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Quand on a appris quelque chose dans ce journée, en fait, on est content. Vous êtes obligé, quand vous êtes musicien, d'écouter l'autre. C'est une école formidable d'empathie. Les enfants sont tous un peu plus immobiles qu'ils ne l'étaient avant. De les voir heureux en bougeant, c'est le plus important. Nous, ce qu'on veut leur retransmettre aussi, c'est comment marche le monde, comment se tourner vers les autres, faire attention aux questions de harcèlement aussi. Demande-toi toujours si ce que tu fais vivre à quelqu'un, tu aimerais qu'on te le fasse vivre à toi. T'es fou d'info, c'est aussi plus de 180 sujets réalisés, à la fois instructifs, étonnants et divertissants. Un magazine qui allie découverte et plaisir, tout en abordant des sujets variés pour éveiller la curiosité et développer l'esprit critique des enfants. Développer l'esprit critique des enfants. On en a tellement besoin aujourd'hui. Je vais demander à Yann Labasque, Sandra Lipsic, Guillaume Buan et Johan Poisson de bien vouloir descendre pour nous dire un petit mot une fois que Bernard nous aura fait son commentaire sur T'es fou d'info. Oui, un tout petit mot. Merci beaucoup et bravo pour ce travail. Le pire aurait été de faire quelque chose en considérant l'enfant comme un adulte miniature. Et je crois que ça, vous l'avez évité. C'était un danger potentiel. Là, au contraire, le mot-clé, c'est l'esprit critique, effectivement, l'intelligence, la curiosité. Et finalement, c'est une forme de respect de l'enfant. Hein. Respect, je vous fais remarquer que dans respect, il y a respect, revoir en arrière. Donc je pense que vous n'avez pas pu faire ce film sans aller revoir en arrière ce que vous étiez comme enfant vous-même et ce que vous auriez eu envie de savoir qu'on ne vous avait pas dit. Voilà. Et puis c'est tellement important aujourd'hui, alors que les enfants s'informent grâce à TikTok, Insta, les réseaux sociaux, et grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'on va demander finalement à ChatGPT ou à Claude tout pour savoir sur l'information, c'est quand même fondamental. Et ça a toujours été très important d'avoir une émission comme la vôtre pour les informer, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Enfance Majuscule pour cette mention qui nous touche énormément. Je tiens également à remercier toute l'équipe, sans laquelle évidemment ce beau programme n'existerait pas. Tout le monde est là, toute mon équipe est là, en particulier Guillaume, notre journaliste, Johan, mon alcoolite de toujours, Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse de TF1, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir et il le regrette, les équipes de la direction de l'information de TF1 avec lesquelles nous travaillons main dans la main pour ce programme, et la direction des programmes de TFX. Depuis de nombreuses années, T'es fou, c'est une double promesse, divertissement pour les enfants, espace de confiance pour les parents. Et avec T'es fou d'info, on a décidé aujourd'hui, on aide désormais les enfants à grandir en éveillant leur curiosité et en les ouvrant sur le monde. Cette reconnaissance nous conforte dans l'importance d'accompagner les enfants en leur donnant des clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et qui les entoure. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est diffusé à quelle heure ? Les diffusions, c'est à quelle heure ? C'est diffusé tous les mercredis matins sur TFX entre 11h30 et midi. À peu près. Avec replay possible, évidemment. Avec replay, il y a toutes les émissions sur TF1+. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup et encore bravo. On va vous remettre... Ah, c'est bon, c'est remis. Vous avez le prix, c'est très important. Hein. Ne le perdez pas. Merci et bravo. On va maintenant passer au documentaire tourné en France.
Beaucoup de documentaires qui ont été tournés, beaucoup de choix à faire. Et là, il y a un prix ex-aequo. Un prix ex-aequo pour SOS Jeunesse en détresse. Alors, effectivement, beaucoup de documentaires, c'est désespérant et réjouissant. Désespérant, parce que ça veut dire que les sujets sont toujours aussi nombreux sur la protection de l'enfance, et réjouissant parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs du terrain qui se mobilisent pour donner à voir ce que vivent les enfants. Sur SOS Jeunesse en détresse, donc on va voir un petit extrait, mais ce que je vous disais tout à l'heure sur la question qui se pose de la montée de l'axe lucratif, et particulièrement sur la santé mentale, c'est quelque chose qui nous désespère parce que les enfants sont laissés totalement à eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est un prix extrêmement important qui a été donné à l'unanimité sans aucune discussion. Avec auteur-réalisatrice Laurence Deleur, production Ciné-TV, Fabienne Servan-Schreiber et Estelle Mauriac. Et ça a été diffusé sur France 5. On va écouter Christophe Philippe, pédiatre et pédopsychiatre, nous présenter les raisons de ce choix. Le documentaire SOS Jeunesse en détresse, réalisé par Laurence Deleur pour France Télévisions, remporte cette année la conviction à l'unanimité du jury du prix Média 2026 de l'association Enfance Majuscule, en lui décernant un prix. Ce n'est pas tant par les qualités techniques et journalistiques remarquables du documentaire que le choix s'est imposé, mais bien par le sujet traité qui ne peut laisser indifférent une association qui défend la bientraitance et les droits de l'enfant. Alors qu'en 2024, le gouvernement déclare la santé mentale de la jeunesse grande cause nationale pour 2025, on peut dire que ce documentaire tombe à pic et pointe un système à bout de souffle et l'urgence d'une refonte totale de la pédopsychiatrie. Cela fait des années que les pédopsychiatres alertent les pouvoirs publics qu'on va droit au mur. Et aujourd'hui, comme en témoigne un soignant, c'est bien ce mur qu'on prend en pleine face. Ce documentaire, fort de témoignages de jeunes en grande souffrance psychologique, de leurs parents démunis face à l'ampleur des défaillances de la pédopsychiatrie, ainsi que des professionnels de santé épuisés face au manque de réponse des pouvoirs publics, est si riche qu'il ne saurait être résumé. Je préfère vous laisser le découvrir. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Un jeune sur 5 souffre de symptômes dépressifs sévères en France. Le nombre de passages de mineurs aux urgences psychiatriques a triplé ces 5 dernières années. La jeunesse n'a jamais été autant en détresse psychique. Paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile de trouver une prise en charge adéquate, durable, à la hauteur de son désespoir. Nos enfants souffrent, leur entourage aussi. Des mères, des pères, des frères et des sœurs qui craignent que chaque jour soit le dernier. On se réveille en souffrant, on mange en souffrant, on se lave en souffrant. C'est une souffrance en fait qui est permanente. Au mois de juin, elle a fait une grosse tentative de suicide, où là, elle a pris 71 cachets. J'ai toujours peur qu'un jour elle le fasse et puis que ce soit un coup fatal, quoi. Où qu'elle s'adresse, les familles trouvent souvent porte close. Le manque de soins est abyssal. Actuellement, ma fille, elle a plus de psychologue, plus de pédopsychiatre, et on fait ce qu'on peut. Je sais pas comment dire en fait, parce que c'est tellement difficile. Les médecins sont réduits à l'impossible. Choisir l'ado suicidaire qu'on va prendre en charge et celui qu'on va renvoyer chez lui. On manage qui on prend, on essaie de faire sortir un patient pour rentrer un autre. Là ce matin, on avait à manager 3, on prend le plus grave. Tout a été organisé, ça fait plus d'une décennie qu'on a alerté qu'on allait droit dans le mur et le mur aujourd'hui on se le prend en pleine face. Il y a 3 ans, je voyais aucun avenir possible. Je me disais que si je mourais pas, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Maintenant, je suis heureuse de voir que j'ai réussi à tenir jusque-là déjà. Il y a des hauts et des bas, mais on avance et déjà le fait de me lever le matin, c'est déjà une grande avancée pour moi de pouvoir travailler
Jamais je l'aurais imaginé avant. Tous les adultes n'ont pas vécu la même chose que nous, la même société, c'est différent, ça n'a pas été les mêmes années. Et il y a beaucoup de personnes qui minimisent ce que les jeunes ressentent. J'espère que le fait de parler et que les jeunes m'entendent leur permettent d'avoir de l'espoir. Parce qu'on passe tous un moment où on se dit qu'on n'y arrivera jamais et qu'on s'en sortira pas. Et finalement, si on tient, on se rend compte que si on peut s'en sortir. Donc j'espère que les autres s'en sortiront aussi. Je vais demander à Estelle Mauriac, productrice, et Laurence Deleur, réalisatrice, de bien vouloir nous rejoindre. Bernard, c'est quand même incroyable ces témoignages. On a l'impression d'être dans un pays en voie de développement. En voie de régression surtout. Oui, enfin en voie de je sais pas quoi, mais on sait qu'aujourd'hui la santé mentale, on en parle beaucoup partout dans les médias, est un problème majeur. Il y a eu une année, la grande cause en 2025 et ça a tellement bien marché, on a tellement fait de choses qu'on a été obligé de refaire la grande cause nationale en 2026. Il faut encore aujourd'hui des mois et des mois pour avoir un rendez-vous quand on arrive à en obtenir un, que ce soit avec un psychiatre, les pédopsychiatres, espèces en voie de disparition. Et on l'a entendu dans ces témoignages, les parents ne savent plus quoi faire. Oui, je prends 2-3 minutes là pour dire des choses sérieuses là quand même et vraiment graves, hein, parce que là c'est un désastre absolu, hein, un désastre absolu. J'ai eu là, et qui n'est pas nouveau, ça a été dit d'ailleurs là dans l'extrait. Moi j'ai eu l'occasion, enfin la chance de travailler avec Juliette Méadel en 2023 pour le rapport de la Cour des comptes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie, qui a montré noir sur blanc là où on en était, ce qui est très bien repris là dans votre document. Actuellement, les derniers chiffres, pour toute la population française, on est 437 pédopsychiatres. On a été 5000, hein. On est passé à 437. Et l'État nous demande de démontrer que les enfants vont moins bien avec 437 qu'avec 5000 pédopsychiatres. La preuve, elle est faite. Hein. Elle est difficile à faire, mais vous l'avez faite et il faut vous en remercier. Il y a une vraie menace de disparition de la pédopsychiatrie qui a pourtant été une lumière dans la pédopsychiatrie mondiale. On nous a envié des dispositifs, le secteur, etc. Tout ça a été détruit, abandonné, laissé tomber, malgré tous les appels, parce que c'est pas ça. Bon, votre film est très important, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on crie au désastre, à la catastrophe et à la sinistrose. Voilà, donc il faut quand même se demander, là, bon, il y a un immobilisme politique qui rajoute les choses, qui rajoute encore des problèmes, il y a des questions d'argent derrière tout ça. Et d'ailleurs, dans votre film, vous abordez le fait que même les ARS finissent par soutenir les entreprises privées alors qu'elles laissent à l'abandon des structures publiques. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas simplement un problème, c'est choquant. C'est profondément choquant. Et je pense que la pédopsychiatrie, au moins un certain temps, va disparaître au profit de la neuropédiatrie. Parce que la neuropédiatrie, les politiques aiment bien. C'est simple, il y a le cerveau. Voilà. L'esprit, c'est un petit peu plus compliqué que le cerveau. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a le cerveau, mais il y a aussi tout l'environnement, la relation aux autres, la relation à l'entourage, la relation à l'environnement. Et ça, on est dans une période où la complexité... Alors Edgar Morin vient de mourir, malheureusement, mais enfin, la complexité a du mal à se faire de la place. On n'a pas encore su comment faire pour parler simplement de la complexité. Peut-être que des gens comme toi y arriveront. Moi, on a du mal, les pédopsychiatres. Hein. Comment parler simplement de la complexité ? Si toi, tu as du mal, je ne vois pas comment je vais faire. Bravo d'abord pour ce prix. Quand vous avez tourné, tous ces témoignages, c'est des extraits, mais ces témoignages montrent que les parents et les enfants et les jeunes sont complètement dépourvus. Ils savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas vers où aller. À la fin, finalement, ils font quoi ? Bonsoir à tous. C'est bien le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas soignés. Et en fait, un enfant soigné, Bernard Goltz vous le dira mieux que moi, il a de bonnes chances de s'en sortir s'il est pris rapidement. En revanche, des enfants comme ça qui sont suicidaires et qui mettent des mois, voire des années à être pris en charge, ça va ensuite être des personnes qui vont aller dans les hôpitaux psychiatriques publics, qui vont aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on ne l'a pas dit dans le film, on ne peut pas tout dire, mais qui sont des jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance,
qui ont encore moins accès à un médecin, vous en doutez, que les autres, que les milieux aisés. Donc ça va renforcer, ça va donner des gens qui vont être à la rue, qui vont être en prison, parce que le manque de soins est dramatique. Donc voilà, il y a des gens qui ne sont pas soignés. C'est comme si vous aviez un problème cardiaque ou un cancer et qu'on vous disait je suis désolé, il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de médecin. Donc il faut imaginer en fait que c'est pas qu'il y a un manque de soins ou un soin insuffisant, il y a aussi une absence de soins pour beaucoup de gens. On n'en est pas encore là, mais on n'en est pas loin. Merci beaucoup à toutes les deux et bravo encore pour ce prix. Juste, je voulais rajouter que j'étais... Est-ce que je peux juste remercier ceux bien qui sûr. ont soutenu le film, notamment France Télévisions, le service public, parce que c'est un cri d'alerte, c'est quand même un film qui était courageux aussi, et je veux remercier Gilles Demareuil qui est là, Sophie Chegaray, Renaud Alilaire, et la région Île-de-France aussi qui a soutenu le film. Voilà. Bien sûr, c'est courageux. De le mentionner. France 5 est une très très bonne chaîne. Vraiment très bonne. Je voulais juste rajouter, tu vois, j'étais encore en retard sur les chiffres. Moi, je disais 600 pédopsychiatres en France. On a baissé, 400, combien tu dis ? 437. Donc... Et ils ne sont pas tout jeunes. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, en plus. Deuxième prix ex aequo pour violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs. Auteur-réalisatrice Sophie Romilla, production Cat et compagnie, diffusion sur France 3. Patricia. Alors, on est au cœur du sujet de tout ce qui se passe en ce moment sur la protection de l'enfance. C'est entendre la parole des enfants. Entendre, c'est-à-dire avoir des gens suffisamment formés pour qu'un enfant puisse se confier et qu'on l'écoute et qu'à partir de cette parole, on puisse en faire quelque chose. C'est de plus en plus nécessaire et je pense qu'il faut une vraie révolution pour qu'enfin on entende les enfants. Et on va voir un extrait et l'excellent journaliste que le monde entier nous envie, Patrice Romden, qui va commenter et qui est là, c'est pour ça que je vous dis, et qui va nous expliquer ce choix. Violence sexuelle à l'école, silence dans les rangs. C'est une affaire exemplaire qui nous est proposée là avec un prof de français qui viole, qui harcèle, qui agresse et personne ou quasiment personne ne dit rien. Alors bien sûr, ce reportage est intéressant parce que d'abord il met en relief le rôle indispensable des lanceurs d'alerte, mais il montre aussi en creux l'incurie administrative avec un chef d'établissement et un rectorat qui sont aux abonnés absents, un petit peu comme s'il fallait absolument appliquer le principe du pas de vague. Ensuite, l'histoire est bien racontée et elle est d'autant mieux racontée que dans ce genre d'affaires, il y a pénurie d'images. Et là, on a des témoignages qui sont extrêmement forts, tous concordants et qui donnent évidemment beaucoup de corps à ce sujet. Ensuite, restent les victimes. Alors, je précise que le principal protagoniste de l'affaire, ce prof de français, s'est suicidé, mais il y a effectivement les victimes. Et il faudrait donc maintenant que l'État, contre lequel je crois savoir qu'une plainte a été déposée, eh bien, se manifeste d'abord en assumant ses responsabilités et puis peut-être en faisant preuve d'un petit peu d'empathie envers ces victimes qui, elles, sont toujours de ce monde et doivent vivre avec ça. Après les révélations des violences à Bétarame, un scandale éclabousse l'éducation nationale, au lycée Bayen, un établissement public de la Marne. Il faut se battre pour faire partir un prédateur d'une école alors qu'il viole des élèves. Je crois qu'en fait les gens ne visualisent pas. Je pense qu'en fait il faut imaginer qu'un homme torture un enfant. Un homme pénètre un enfant de force. Un homme pénètre un enfant qui est drogué. Et c'est ça la réalité en fait. Depuis 3 ans, Marie Jacquard dénonce le silence assourdissant de l'institution face aux abus sexuels d'un professeur sur des élèves. Une omerta qui dure depuis la fin des années 90, l'affaire Bayen. Moi, je suis marqué à vie. L'intérieur est pourri. Je suis ressorti de ça, j'avais l'impression d'être un fantôme qui errait comme ça, et j'avais l'impression de chercher juste un endroit pour mourir. Ce sentiment-là d'être ravagé, détruit de l'intérieur, et de continuer à avancer sans trop savoir comment, ça je l'oublierai jamais.
le système de chantage rend absolument inconcevable la possibilité de fuir et de dire bah non, en fait, je me fais manipuler par un vieux cochon, quoi. Ses amis, profs, ses collègues, les proviseurs savaient qu'il sortait avec de très jeunes hommes très beaux. Les yeux, ils bougent pas. C'est... Et ton visage tourne, ton corps tourne, et dans la torsion, lèvres. C'était un collègue qui faisait des allusions sexuelles en permanence, qui plaisantait beaucoup à ce sujet-là, qui avait une certaine emprise sur les élèves. Et ça, bon bah voilà, c'est quelque chose qui aurait dû nous alerter en fait tous bien avant. Quelqu'un aurait dû à un moment donné dire non mais c'est des élèves avec qui il a des relations. Il le disait lui-même, ça fait 30 ans que je suis dans ce lycée, personne me fait peur. J'ai ma place ici, je fais ce que je veux. Le proviseur et le proviseur adjoint du lycée auraient dû se dire mais il y a quand même un souci là. On a tout mis ça sous le tapis. On veut pas faire de vagues à Châlons, je pense. C'est le lycée du centre-ville. Donc c'est un peu le lycée phare, c'est un peu la vitrine. Et moi, ça me paraissait tellement hallucinant qu'ils puissent essayer de couvrir un truc que j'imaginais pas ça. J'imaginais simplement que ça ne veut pas gérer ou je sais pas. J'arrivais pas à croire qu'une fois qu'ils savaient, ils pouvaient le laisser faire. Comment, à un moment donné, des cadres peuvent collectivement se mettre d'accord pour décider, tiens, il y a un truc grave, on décide tous ensemble de ne rien faire. Je demande à Sophie Romy, à Denis Bouteiller et Marie Jacquard de bien vouloir nous rejoindre pour récupérer leur prix. C'est un film qui est en rediffusion sur la plateforme France TV jusqu'en novembre. Et une autre diffusion est prévue par la suite. On n'a pas encore de date sur Public Sénat, co-diffuseur de ce film. Bernard. Oui, quelques mots. Merci beaucoup pour ce travail. Qui se situe donc vraiment du côté des adultes. Là, il ne s'agit pas de la question de la parole des enfants qu'on entend ou qu'on n'entend pas. C'est surtout les adultes qu'on n'entend pas, justement. Un enchaînement de déni. Je ne sais même pas s'il faut dire déni, parce que déni, c'est inconscient dans notre jargon, tandis que là, c'est tout à fait clair et conscient qu'il s'agit de ne pas faire de rond dans l'eau. Voilà, donc effectivement, c'est tout à fait révoltant. C'est le statut très difficile, on le voit dans le personnage qui essaye de tenir tout ça, c'est la question de lanceur d'alerte. Hein. Il y a des lanceurs d'alerte qui l'ont payé très cher. Elle l'a payé très cher aussi, d'ailleurs, à sa manière. Donc c'est vraiment tout à fait pathétique et révoltant. Derrière tout ça, quand même, il y a la question pour nous tous, quand on entend ça et qu'on dit on s'entend pour ne rien faire, on s'entend pour ne rien entendre et ne rien dire, est-ce qu'on fait simplement, est-ce qu'on protège l'institution ? Certainement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi notre rapport aux enfants, à l'enfance qui est en jeu ? Si il y avait pas, c'est quand même la question de ce qu'on appelle dans notre jargon l'ambivalence. Si on voulait que du bien aux enfants, ça ne se passerait pas comme ça. Hein, il y a un petit mélange de quelque chose de difficile, de trouble, qui nous interroge tous, et vous le faites très bien. Merci beaucoup. J'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que vous avez eu, forcément, vous avez demandé des autorisations à l'Éducation nationale ? Ah oui, on a tout fait dans les règles. Bonsoir à tous, pardon. On a tout fait dans les règles et on n'a absolument rien obtenu. En fait, ce film, il est important pour ça. C'est qu'en fait, il faut montrer que l'Éducation nationale ne bouge absolument pas. Ce que vous disiez en préambule. Ce que disait Monsieur le maire en préambule aussi. Aussi, ouais. Voilà, c'est que moi, je l'ai constaté parce que j'ai enquêté sur cette affaire, mais pas seulement. Plein d'autres en France, évidemment. Et à chaque fois, c'est le même plafond de verre, en fait. C'est-à-dire que c'est un moment donné où, quand on veut demander des comptes plus hauts, et ben là, il y a l'omerta qui se met en place et qui est vraiment assourdissant. Enfin, je veux dire, c'est le silence qui tue. C'est-à-dire qu'en fait, Marie, sans qui ce film n'aurait jamais vu le jour, que je tiens à remercier. Je veux dire, c'est quand même malheureux qu'en France, en 2026, il faille des lanceurs d'alerte qui perdent tout pour dénoncer des choses qui nous scandalisent tous. Enfin, je veux dire, on en est là. Et en fait, dans toute l'enquête, ce qui est absolument terrifiant, c'est ça. C'est que dès que vous montez, c'est l'omerta, c'est le silence. Mais jusqu'au ministre, hein, on a tous les mails, on a toutes les preuves. On a vraiment essayé à chaque fois d'enquêter. Et à chaque fois, le plafond de verre, il est soit au niveau des inspecteurs d'académie, soit juste au-dessus.
soit au niveau du recteur. Et je veux dire, c'est le pas de vague. Récemment, on m'a parlé encore d'une affaire. Vous savez qu'à Paris, il y a beaucoup d'affaires en ce moment. Mais il y a une affaire qui est quand même hallucinante. Je ne vais pas parler de l'affaire précisément, parce qu'elle est en cours. Mais je veux dire, c'est une école primaire où il y a un violeur, un prédateur, qui a donc violé 6 enfants de CE2. L'inspectrice d'académie a dit qu'il faut donc enlever cet enfant de l'école, puisqu'il n'est pas le bienvenu. Cet enseignant, oui. Cet enseignant, pardon, merci. On va pas enlever les enfants, oui, on va pas inverser la responsabilité. Cet enseignant de l'école, l'inspectrice d'académie a soutenu, et au-dessus, c'était début mai, ils ont dit « Non, mais là, c'est l'été, on va pas faire de vagues ». Et donc, les gamins, ils voient leurs prédateurs dans la cour de récré, tous les jours, jusqu'en septembre. Bravo les gars, enfin je veux dire c'est insupportable. Est-ce que vous pensez que votre documentaire, vous avez dû recevoir des commentaires, vous avez reçu des messages, je suppose pas mal après le documentaire, est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger un peu les choses et faire, non pas sauter l'omerta sur un seul documentaire, mais donner un peu plus de courage à ceux qui voudraient dénoncer un collègue par exemple? Oui, j'espère, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte de tous les dysfonctionnements, en fait. Il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Les signalements qui ne sont pas faits, les profs qui ne savent même pas qu'ils peuvent signaler, qu'il y a un article 40 qui les oblige, en fait. Enfin, je veux dire, je pense que c'est bien, mais qu'il en faut beaucoup plus et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Moi, c'est un film que j'ai mis 1 an à vendre. Ça a été très difficile, c'était avant Bétarame. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Quand vous proposiez ce genre de thème, on va avoir l'éducation nationale sur le dos, on va avoir... C'est compliqué, mais c'est Denis qui en dira un petit mot. Moi, je voudrais quand même remercier mon mari et Philippe, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu ce film. C'est quand même important. Excusez-moi, je vais remercier quand même 2-3 personnes. Bien sûr. Je voudrais remercier évidemment Béatrice François et Jeanne Cross, surtout, qui sont à l'origine de l'histoire. Je voudrais remercier les producteurs, Denis Boutelier et Frédéric Texero, qui ont cru à l'histoire, m'ont soutenu pendant 1 an en disant on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Les diffuseurs dont tu vas parler, Public Sénat et France 3 Grand Est, qui ont eu le courage que d'autres n'ont pas eu d'y aller. C'est important, donc on a fait quand même ce film, donc ça c'est super. Les victimes évidemment, tous les gens qui ont témoigné dans le film, qui j'oublie. Voilà, j'oublie les gens, mais tant pis. Désolée. Non mais voilà, tous les gens qui ont été derrière moi, derrière nous. Marie au premier chef, parce que c'est long 1 an à essayer de vendre un film, hein. C'est pas évident hein, quand personne n'a envie d'y aller, parce que c'était avant Bétarame, donc c'est des sujets qui dérangent, c'est des sujets qu'on n'a pas envie de voir, et pourtant c'est des sujets qui sont absolument indispensables. Et au-delà de ça, je pense même que les politiques, il y a une loi là qui a été votée, vous êtes sans doute au courant, mais pour l'instant c'est un très maigre petite avancée, donc il faut continuer à faire des films là-dessus. Et continuer à se battre parce que le silence tue et les enfants, tout le monde s'en fout. Alors, en fait, personne ne les écoute. Justement, un mot rapide, s'il vous plaît. Je vais passer la parole à mes camarades. Et à Marie, j'aimerais qu'elle parle aussi, pardon. Hein. D'accord, allez-y. Mais non, juste avant de passer la parole à Marie, effectivement, je voulais remercier les 2 chaînes et les personnes dans ces chaînes, donc France 3 Grand Est. L'histoire se passait à Châlons-en-Champagne, qui est dans le Grand Est. 2 personnes qui s'appellent Anne Chalandard et Émeric Robert, voilà, j'oubliais son nom, et évidemment, et Public Sénat, et Élisée Cardi, qui sont venus sur cette histoire. Pour dire la vérité, c'est pas les premiers qu'on a été voir, parce que on a pensé que ça devait intéresser naturellement France 2, M6, France 5, et ce sont effectivement des sujets qui posent problème, non pas tant parce qu'ils ont peur de l'éducation nationale, je ne crois pas que ce soit ça le problème, c'est que ce n'est pas des sujets qui spontanément vont attirer un large public, on se dit oh là là, encore une fois... C'est anxiogène. Pardon ? C'est anxiogène. C'est anxiogène, voilà. Ouais. Et alors, dans ce domaine de l'anxiogène, on aime bien parfois réarpenter des sentiers battus, hein, je sais pas, sur Outreau, ou même sur Bétarame, on a vu pas mal de choses. Mais dès qu'on défriche une histoire un peu neuve, voilà, l'énergie, l'envie, souvent, est pas là. Donc effectivement, il a fallu beaucoup de temps, ça nous a pris effectivement 10-12 mois, je me souviens plus exactement, pour finalement trouver des gens qui ont voulu partir avec nous sur cette histoire, convaincus aussi évidemment par la puissance de cette histoire, parce que ce qui est bien, je pense, intéressant dans ce film, c'est que c'est raconté, c'est une histoire, c'est pas un tableau, c'est pas 36 histoires dont on prend quelques bribes, c'est vraiment une histoire, c'est le combat de Marie, évidemment, et c'est aussi le combat de ses victimes. Alors, sur ce silence, contre ce silence de l'éducation nationale. Justement, Marie, lanceuse d'alerte, finalement, ça vous a coûté quoi, toute cette histoire ? Alors, bonsoir à tous. Avant, ce que ça m'a coûté, ce que j'ai envie de dire que finalement, par rapport à ce qu'ont vécu les enfants, c'est finalement pas le plus important. Je crois que vous avez touché quelque chose du doigt, c'est notre façon sociétale de considérer les enfants.
Alors, dans la société, on peut se dire, voilà, il y a tout à apprendre, c'est la catastrophe, on va le faire. Par contre, ce qui est très grave, c'est que dans l'éducation nationale, notre façon de considérer les enfants, elle est tout à revoir aussi. Ça veut dire que la silenciation que nous avons subie, les élèves et moi, elle montre le fait que tous les cadres de l'éducation nationale, j'exagère peut-être quelques... Voilà, la plupart, en tout cas, ont oublié pourquoi ils sont là. Ça veut dire que la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas aux enfants. Ils ne les connaissent pas. Ils leur font cours, ils viennent inspecter les profs, ils sont dans les rectorats, etc. Mais aucun d'entre eux ne s'intéresse réellement à ce que c'est un enfant, à ce qu'ils vivent au quotidien, à quel point c'est dur parfois d'être à l'école et à quel point, malheureusement, les violences sexuelles à l'école, et pas seulement dans le privé, elles existent. Parce que depuis que j'ai découvert ça, j'ai reçu un nombre impressionnant de témoignages, de messages de gens qui vivent la même chose. Donc je suis en contact avec des victimes et de ce prédateur et d'autres que je ne connais pas, mais pour autant, c'est exponentiel et c'est extrêmement grave. Pour autant, et comme je suis un peu la joie de vice-versa, j'ai quand même envie d'être optimiste et je me dis que la loi qui a été votée, même si elle est très imparfaite, et vraiment il y a des manquements qui sont inadmissibles, comme le secret de la confession qui n'est pas levé, comme il n'y a pas de dédommagement pour les victimes, ça veut dire, comme vous dites monsieur, que les victimes ne sont pas prises en charge. Ça veut dire que les victimes de Bayen, eh bien, elles me parlent à moi. Inutile de vous dire que je serai tout le temps là pour eux. Pour autant, je suis très très loin d'être pédopsie ou psy tout simplement. Donc, ils ont besoin d'aide extérieure, ils ont besoin d'être pris en charge par la société. Et ça, c'est un manquement qui est gravissime parce qu'une reconnaissance qui va avoir lieu, c'est super. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Malgré tout, je crois qu'il y a une brèche parce que le monde de la pédocriminalité est en train de vaciller. Ça veut dire qu'on est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière et que c'est à nous tous, alors je sais qu'ici on prêche des convaincus forcément, mais de convaincre tout le monde qu'il faut se battre contre ça parce que je pense que c'est quelque chose de collectif en fait. Donc ne lâchons rien. Merci beaucoup Marie, merci à tous les trois. Excusez-moi, un dernier mot, pardon, un dernier mot très rapide. Je voulais juste... ce prix est en l'honneur de mon mentor qui est mort hier, qui s'appelle Alain Chiffre et qui est un très grand journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question pour Patricia. Une question pour Patricia à propos de ce film, mais à propos d'autres aussi. Donc on voit bien quand même que ces documents, ils font de l'effet. Bien sûr. Mais comment on peut les aider à franchir, ils vont devant le grand public, ils vont sur une chaîne, ils vont à la télé, etc. Comment on peut les amener vraiment jusqu'aux décideurs politiques, administratifs, financiers? Et en espérant que ce prix va aider à des rediffusions pour que ça soit vu et revu. Par les politiques aussi. Par les politiques, c'est très difficile de toucher les politiques. On les touche parce que d'un coup, il y a un drame. Et alors là, on entend tout le monde dire des tas de choses. Mais autrement, c'est le combat au quotidien qui fait que... À Enfance majuscule, par exemple, ça fait 30 ans qu'on se battait pour des choses qui sont arrivées finalement. La notion de non-consentement pour un enfant de moins de 15 ans, par exemple. Un enfant de moins de 15 ans n'est pas un objet qu'on peut utiliser. On est un adulte et l'enfant de moins de 15 ans, même s'il dit qu'il était consentant, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Mais on a mis 30 ans pour avoir cette loi-là. J'espère qu'on mettra beaucoup, beaucoup moins de temps pour obtenir que la parole des enfants soit entendue et que les pédocriminels soient retirés des lieux où ils sont en général, c'est-à-dire là où il y a les enfants. Il y a quand même un tremplin là, dans les mois qui viennent avec l'élection présidentielle où il va falloir vraiment demander aux candidats à la présidentielle ce qu'ils sont prêts à faire et ce qu'ils doivent faire pour quelle sera leur politique en matière de protection de l'enfance. Dans ces documentaires tournés en France, il y a aussi 3 mentions. La première, des mentions ex aequo pour Crèche, razzia sur les bébés, Alain Pirot et Caroline Salvoche à la production et Alain Pirot qui est le réalisateur et l'auteur, Arte France et Capa Presse, et ça a été diffusé sur Arte. Oui, c'est encore une fois quelque chose qui est très très choquant, c'est les métiers de la petite enfance qui font désormais l'objet de véritables détournements de fonds. Alors on fabrique des crèches, on fabrique des lieux d'accueil pour les enfants qui sont indignes et avec de l'argent, souvent de l'argent public. Julie Crouzillac, présidente d'ADN Kids, qui va présenter la vidéo.
Alors sur le documentaire Crèche, razzia sur les bébés, ce qu'on retient particulièrement et ce qui nous frappe, c'est évidemment les images, les témoignages qui sont posés sur un malaise comme ça dont on entend tous régulièrement parler et dont on prend conscience. On mesure aussi finalement tout ce qui est à l'œuvre silencieusement depuis des années, évidemment dont les bébés pâtissent et dont les familles pâtissent. Et puis on mesure à quel point, malgré les sorties médiatiques, malgré les scandales à répétition, les enquêtes, comme ce documentaire, comme de nombreux ouvrages, eh bien l'histoire ne change pas et nos petits, les bébés, continuent de pâtir de tout ça et d'en souffrir. La marchandisation de la petite enfance, le développement du secteur privé, c'est fait avec de l'argent public. C'est un business qui est biberonné à l'argent public. Dans le biberon, le liquide coule à flot. Plus d'1 milliard d'euros sont distribués chaque année par l'État aux crèches privées. Les subventions représentent les 2/3 de leur chiffre d'affaires. Suite à de graves défaillances dans ces établissements, allant jusqu'à la mort tragique d'un bébé par empoisonnement à Lyon en 2022, les députés ont mené l'enquête. On ne se verse pas de dividendes, on a des salaires qui sont très raisonnables, volontairement. On oscille entre -2 et +2% de résultats nets, d'accord ? Donc rien d'extravagant. Quand vous interrogez les dirigeants de ces grands groupes de crèches pour leur demander combien d'argent ils gagnent, ils vous disent on n'en gagne pas. On se demande si on n'est pas dans un secteur philanthrope. C'est vrai, sur le papier, les marges de ces grands groupes sont minimes. Mais des mécanismes permettent à leurs patrons de s'enrichir personnellement. D'abord, l'immobilier. Oui, nous avons une foncière immobilière qui détient des SCI, quasiment une par structure. Et moi, à titre personnel, j'en détiens 25. Ce groupe de crèches, avec de l'argent public, encore une fois, paye des loyers à des SCI pour accueillir les établissements, avec parfois des soupçons que ces loyers soient au-dessus du prix du marché dans le secteur. Et qui sont les propriétaires de ces SCI qui encaissent les loyers ? Eh bien, ce sont les dirigeants des grands groupes de crèches. Enfin, moi, je suis très surprise qu'on choisisse d'installer un siège social dans les quartiers les plus huppés de Paris. Et comme par hasard, le propriétaire du bâtiment, c'est le président de la structure. Et donc la boucle est bouclée. On a un mécanisme qui permet, à travers des SCI et à travers de l'immobilier, de capter de l'argent public et de créer de l'enrichissement pour ses dirigeants, tout en affirmant en même temps que le groupe privé de crèche, lui, gagne rien ou si peu. Pendant ce temps, dans les crèches, les salaires sont au plus bas. La qualité d'accueil se dégrade et les enfants sont les premières victimes. Allez-vous mettre un terme à ce système qui maltraite nos enfants au nom de l'argent roi ? Après une série de drames, un pays a décidé d'en finir avec les crèches privées. La Belgique. Les entreprises ont jusqu'à fin 2025 pour devenir des organismes à but non lucratif. On ne sortira pas dans la crise en ne changeant pas les recettes. La recette de la privatisation, on l'a essayé, ça a échoué. Il faut revenir en arrière, ce ne sera pas facile. Je vais demander à Anthony Orliange, producteur pour l'agence CAPA, Coraline Salvoche, réalisatrice, et Alain Pirot, réalisateur, de bien vouloir nous rejoindre. Bernard, je voudrais ajouter, je suis très engagé. Ah bah plus que choquant. Je suis très engagé dans la petite enfance. Mes grands thèmes, moi, c'est le bébé, l'autisme et les problèmes d'adoption. Voilà, donc la petite enfance m'importe au plus haut point. Je voudrais ajouter un élément de réflexion à ça qui est parfait. Entre privé, public, ces interrogations et ces cercles vicieux. Mais il y a la question moins abordée, c'est celle de la formation. Parce que la formation est toujours difficile, mais elle est encore plus, la formation de qualité est encore plus difficile dans les structures privées. Et je pense qu'on ne peut être bien soignant que quand on est bien soigné. C'est-à-dire que je pense à l'auxiliaire à Lyon, qui a donné du desktop à un enfant. Tout le monde lui est tombé dessus, à juste titre. C'était inadmissible. C'est un monstre. Elle ne connaît pas son travail. Elle n'est pas compétente. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Peut-être qu'elle n'est pas ceci, qu'elle n'est pas cela. Mais est-ce qu'elle a été bien formée ? Et est-ce qu'elle a été bien accompagnée dans son travail ? C'est extrêmement important, ça, quand même. Hein. Et un des problèmes du secteur privé, c'est qu'en plus, la formation en interne est de mauvaise qualité. Voilà, donc s'occuper des bébés des autres, c'est un métier difficile. Il ne suffit pas simplement d'avoir un peu de générosité ou de bonne volonté. Si on n'est pas bien formé, on sait très bien où ça va. Ça va à la carence, ça va aux accidents, ça va à la maltraitance. Il ne peut pas y avoir de structure d'accueil des enfants sans une formation rigoureuse, approfondie et durable des professionnels. Voilà.
Dans votre documentaire, dans votre enquête, on a vu ce qui se passe en Belgique, c'est-à-dire qu'ils suppriment les crèches privées. Est-ce que vous pensez qu'en France, on va aller dans cette direction ? Bonsoir à tous. Merci infiniment pour ce prix. Alors, pour répondre directement à la question, c'est pas du tout le chemin qu'on emprunte. Je dirais même que les élections municipales récentes ont démontré tout l'inverse, puisque vous n'avez jamais eu autant de candidats, je crois, à avoir promis à leurs citoyens d'avoir un meilleur service en payant moins. Et à chaque fois qu'on fait cette proposition-là, c'est qu'il y a un loup. Et au fond, ce documentaire, il partait de ce constat. C'est-à-dire une promesse qui a été faite il y a 20 ans de mieux s'occuper des enfants en mettant moins d'argent. Et la réalité, ce sont toutes les dérives qui arrivent par la suite. Et c'est le point commun, malheureusement, d'un certain nombre de nos documentaires ce soir. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Et la réalité, c'est qu'on n'emprunte pas du tout le chemin. Je suis désolé de le dire après tous les documentaires qui ont expliqué que malheureusement, ça ne s'améliorait pas. Dans ce secteur-là, ça ne s'améliore pas non plus. Et le hasard fait que des sièges de ces grands groupes sont pas très loin de ce bâtiment. Je ne suis pas sûr qu'ils entendent le message ce soir. Mais la réalité, c'est que oui, il faut payer mieux pour mieux former. Et vous avez peu d'élus qui arrivent auprès de leurs citoyens au moment des élections en disant qu'il faudra payer plus pour mieux former, pour mieux s'occuper des enfants. Et c'est la réalité de ce sujet. Oui, mais alors ces dérives dont vous parlez et qu'on a vues dans l'extrait, comment on va s'en sortir alors ? Les grands propriétaires de groupes vont continuer à... Le pauvre malheureux, excuse-moi, il dénonce. Il n'a aucun pouvoir politique. Mais si je peux me permettre. C'est un scandale, monsieur. C'est un scandale. Je voudrais être rassurant sur une chose. Non, je ne vous laisse plus la parole. Non, je voudrais être rassurant sur une chose et en remerciant d'ailleurs Arte d'avoir voulu faire ce film. Vous avez peu de sociétés aujourd'hui, peu de chaînes qui disent les SCI, les systèmes de défiscalisation. Nous, on a envie de comprendre, on veut un documentaire là-dessus. Vous en avez quand même très peu. Je voudrais remercier CAPA parce que faire de l'investigation sur des sujets comme celui-ci, sur du service public, avec autant de moyens, vous avez peu de sociétés à le faire et je les remercie vivement. Et là où je voudrais être optimiste et remercier le prix Média Enfance, c'est que ce prix, c'est la récompense de tous ceux qui ont accepté de parler et de dévoiler les coulisses, qui sont mal payés. Et souvent, on nous disait, comme ils sont mal payés, pourquoi ils ne le dénoncent pas ? Parce que comme ils sont mal payés, ils ont peur de perdre ce peu d'argent et donc ils n'osent pas parler. Et ce prix, c'est la récompense d'une chose, c'est que grâce à ce prix, et j'en ai eu le témoignage la semaine dernière, ce documentaire circule auprès des maires. Des maires de communes. Et une commune voisine de Boulogne nous a demandé un exemplaire la semaine dernière parce que, suite aux élections, ils avaient envie de voir ce qui avait été dit dans ce documentaire pour prendre des décisions. Et c'est la meilleure récompense qu'on peut espérer pour ce film, c'est qu'il circule auprès des mairies et qui, dès lors, en tiendront compte pour prendre des décisions. Je ne sais, monsieur le maire n'est plus là. Non, il n'est plus là, mais il y a madame qui s'occupe de la petite enfance à Bologne, qui est en train de tapoter sur son portable pour prévenir le maire qu'il faut qu'il revienne en 4e vitesse. Hein, c'est ça ? Non, mais je sais qu'en plus, à Boulogne, des décisions avaient été prises sur des crèches People and Baby. Ils envoient aujourd'hui le témoignage du fondateur de cette entreprise. Mais c'est ça la meilleure des choses qu'on peut espérer. Et je sais que c'est ce qui se déroule actuellement. Et je veux vous en remercier parce que plus il y a des prix, plus ça récompense les lanceurs d'alerte et plus ça circule auprès des décideurs. Merci beaucoup et bravo. Allez-y. C'est cette lueur d'espoir dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette circulation, sur le fait que ces documentaires vont être vus et revus, peut-être rediffusés. Et ce que vous nous dites sur les demandes des maires me réjouit vraiment. Merci. Je rajoute juste un tout petit mot pour répondre sur la question de la formation. Nous, quand on a fait le film, il y a quelque chose qui nous a vachement marqué, c'est que quand on allait beaucoup à l'étranger, en Allemagne, en Italie, etc., c'est que ceux qui travaillent dans les crèches avaient minimum un bac plus 3. Et en France, ils ont souvent un CAP, en fait. Et en fait, il y a eu un échelonnement vers le bas en France. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir aussi ce positionnement qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais il y a une lueur d'espoir. Une ville, Reggio Emilia, qu'on voit à la fin du film, a mis de l'argent dans les crèches et dans ses futurs enfants. Et donc, comme quoi, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Merci. Et effectivement, on va s'arranger pour que votre documentaire circule un peu partout
en France. Deuxième mention ex aequo pour prostitution des mineurs, l'enquête choc. Auteur-réalisatrice Corinne Lelouch et Gina Lunchiesa. Production Superboss, C-Prod et diffusion sur M6. Patricia. Alors ça, c'est encore un des aspects de la protection de l'enfance dont on s'occupe vraiment peu. Et 80% des ados qui sont exploités sexuellement sont des enfants placés. Donc c'est extrêmement important d'en parler. Le manque de considération pour les enfants qui sont placés, la difficulté qu'ils ont quand ils ne sont pas dans des familles, arrive bien souvent à des catastrophes comme la prostitution. 80% des enfants sont prostitués. On écoute Danielle Ikit-Bachian, assistante sociale et présidente du jury du prix Média, nous présenter ce documentaire. 20 000 mineurs des deux sexes et de tous milieux sociaux sont concernés par des pratiques prostitutionnelles et c'est un chiffre qui a triplé en 10 ans. Cette enquête, faite sur plusieurs années, aborde l'ensemble des nouvelles réalités qui expliquent cette situation. Les plateformes spécialisées ou pas, la location temporaire d'appartements, le développement du proxénétisme entre mineurs entre autres, tout cela rend le travail de la police et de la gendarmerie toujours plus complexe. L'État, malgré plusieurs rapports remis, laisse à leur désarroi les familles qui appellent à l'aide. Il est aussi très en deçà des besoins pour traiter ce phénomène alarmant qui touche massivement les mineurs des foyers de l'aide sociale à l'enfance, particulièrement exposés. Les travailleurs sociaux qui ont été interrogés semblent être démunis par une espèce de banalisation et mis au défi de pouvoir prendre en charge les situations au cas par cas. Cette enquête informe sur tout cela et alerte sur l'urgence d'agir. Notre jury a souhaité décerner une mention à ce travail frontal, courageux, qui va à la rencontre des criminels, des prédateurs de toutes sortes, et il oblige par sa clarté à une prise de conscience du développement et de la gravité de cette situation et à mettre tout en œuvre pour protéger vraiment ces mineurs, d'abord de même pour certains, et évidemment des criminels. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. En France, il y aurait 20 000 mineurs prostitués. C'est des gamines. On dirait les filles que tu croises dehors, au collège. Des filles et des garçons entre 11 et 17 ans dont la vie s'est transformée en enfer. Il a dit, je vais te ramener un homme. Tout le temps, tout se passait ça, je me voyais mourir. En ville et dans les campagnes, la prostitution des mineurs touche désormais tous les milieux sociaux. Et à partir du moment où votre enfant a un téléphone avec un accès aux réseaux sociaux, vous faites possiblement rentrer un proxénète dans sa chambre. Plus les jeunes sont issus de familles hautes socialement, plus ce sont des personnes qui sont malheureusement revendues plus cher par les réseaux. Pour exploiter sexuellement ces mineurs, des réseaux se développent. C'est le plus gros e-proxénète en ligne. C'est la première personne du monde à avoir créé un site internet qui facilite l'accès à des prostituées. Un homme d'affaires suisse a créé une plateforme d'annonces qui rapporte des centaines de milliers d'euros. Ce site est bourré de mineurs. Pourquoi la police n'infiltre pas ce type de site ? Ce business de la prostitution des ados attire aussi les filières criminelles. C'est un réseau bien organisé, il y a de l'argent, on est là. Vous pouvez gagner autant qu'en gérant un réseau de drogue ? Tu peux gagner bien plus. En une journée, tu peux gagner bien plus. Des organisations criminelles, parmi les plus dangereuses de France, n'hésitent pas à menacer ceux qui tentent d'aider les jeunes prostituées. On s'est retrouvé face à des gens qui sont armés. Un Marseillais, l'accent était là, un Corse. On n'était pas dans de la fiction. Si je pars de la DZ, moi j'ai pas peur. Comme ils m'ont déjà menacé. Face à ce business, les autorités semblent dépassées. Tout le monde est sidéré de se dire mais il y a autant de jeunes filles qui se prostituent. À un moment on nous dit mais qu'est-ce que fait la police quoi. Voilà, il y a des rapports du gouvernement, tout le monde travaille sur le sujet, il y a des très très bons rapports et pour autant il ne se passe rien concrètement. À Marseille, un avocat s'est lancé dans un combat judiciaire avec l'État. Le premier fournisseur aujourd'hui de réseau de pédocriminalité, c'est le département. Pour leur sécurité, nous avons modifié tous les prénoms des personnes qui témoignent. Enquête sur le business glaçant de l'exploitation sexuelle des mineurs en France.
Je vais demander à Anne-Sophie Kerr, fondatrice, productrice chez Superboss Productions, et Maude Brunel, rédactrice en chef de Bien Vouloir, nous rejoindre pendant que Bernard commente. Oui, bon là c'est un sujet dont on a déjà parlé un petit peu dans différents endroits, plus classique, dramatique évidemment. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment l'échec total, flagrant de la protection de l'enfance. Moi, je suis administrateur, entre autres choses, de la Fondation Olga Spitzer. Actuellement, pour des raisons de ce type-là, les équipes que j'accompagne hésitent à demander une séparation de l'enfant de sa famille, parce que s'il est placé dans ces conditions-là, il court encore plus de danger que là où il est. Donc tout le monde s'arrête, on est immobilisé, c'est la catastrophe absolue. Absolue. Hein, ne pas passer un enfant qui en a besoin, parce que dans le foyer où on va le mettre, il risque des choses de ce type-là. On est dans un cercle vicieux épouvantable. Et puis deux films qui est vraiment très bien fait, très profond. Je retiendrai deux choses. Enfin, une des mères, quand elle récupère son enfant, a cette phrase terrible: l'âme d'enfant, elle n'est plus là. On lui a pris. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en ressort pas facilement de cette histoire-là. Si on en ressort d'abord, mais si on en ressort, on n'en ressort pas facilement, avec vraiment un impact, des séquelles, des traces à vie. Et puis, quand les adolescents deviennent eux-mêmes ou elles-mêmes proxénètes, alors là, la boucle est bouclée, quoi. Hein. C'est un système clos atroce. C'est la prison dans la prison, quoi. Alors ce qui est bonsoir mesdames, bravo pour ce documentaire. Quand on regarde ne serait-ce que l'extrait, il y a quelque chose, il y a une idée reçue selon laquelle la prostitution en général et chez les mineurs en particulier touche les milieux socio-professionnels défavorisés, dans des quartiers défavorisés, dans des régions de France défavorisées. Et on l'entend dans le commentaire, tous les milieux sociaux sont touchés. Oui, c'est vrai que c'est surtout les enfants de l'ASE qui sont touchés. Mais là, la maman qui parle, son mari est médecin, elle est cadre, et sa fille est tombée amoureuse via Snapchat ou je ne sais quoi, elle est tombée amoureuse d'un gars qui l'a entraînée dans le système prostitutionnel. Et il faut savoir que toutes les enfants, enfin toutes les filles, on dit oui, elles se prostituent pour un sac, pour ceci, pour cela. Il faut savoir qu'au départ, il y a un viol à chaque fois. À chaque fois, ce sont des gamines qui se font violer. Les parents vont porter plainte. Donc là, on en revient à Liana. Et ce sont des plaintes qui sont jamais traitées. Jamais. Et après, une fois que l'enfant est violé, la jeune fille est violée, si le gars revient, elle est fragilisée, et si le gars se dit tiens, ça y est, maintenant... D'ailleurs, ça fait partie de la méthode, hein, de les violer, justement, pour pouvoir les exploiter encore mieux. Et là, à partir du viol... Et en plus, comme le viol n'est pas traité par la société, la mère, elle va 10 fois à la police. Il ne se passe rien. Donc la gamine, au bout d'un moment, elle dit... Maintenant, j'ai été violée, mon corps ne m'appartient plus, autant que je gagne de l'argent, sauf qu'en vrai, elles ne vont même pas en gagner, parce que la plupart du temps, ce sont les proxénètes qui leur prennent tout l'argent. Voilà. Mon corps ne m'appartient plus, c'est une forme de dissociation. Hein, Je voulais juste... j'allais laisser la parole à Corinne, hein, qui a porté le sujet avec force, courage et conviction, aux côtés de Gina et de nombreux autres. Mais je voudrais tout particulièrement remercier M6, ses productions, Maude et Christophe, qui ont eu le courage de mettre à l'antenne un sujet qui n'est jamais traité. Et je voudrais dire aussi que c'est un film d'équipe où tout le monde en a gardé une trace. On n'en sort pas indemne de ce film-là. Et merci pour ce prix. On est très fiers d'être ici, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Et je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'il fallait remercier tous ceux qui avaient osé faire. Parce que je ne pense pas qu'une seule équipe de tout ce qu'on voit ce soir, et même de tous ceux qui n'ont pas été cités ou nommés, se sortent indemnes de ce genre de... Oui, c'est ce que je voulais dire. On ne sort jamais indemne de ce genre d'enquête.
Oui, je vais prendre la parole juste quelques instants. Je suis rédactrice en chef d'Enquête Exclusive. Je travaille pour M6 et pour ses productions, qui produit plusieurs magazines d'information, dont Zone Interdite, qui a déjà traité ce thème de la prostitution des mineurs, qui a été remercié par un prix d'enfance majuscule. Ce qui est révoltant, c'est de voir que ce problème de la prostitution des mineurs, ce problème des enfants qui sont censés être protégés par l'ASE, on le remet régulièrement, une fois par an, quasiment, sur nos antennes. Très peu de choses se passent. Il y a 10 ans, on avait présenté un documentaire dans Zone Interdite sur la prostitution des mineurs avec des mères qui se battaient pour essayer de faire bouger la police. Et à chaque fois, on se retrouve avec des parents qui sont seuls, voilà, et qui ne sont pas écoutés. Leurs enfants ne sont pas écoutés. Ce sont des mères qui vont chercher leurs enfants dans des hôtels, qui appellent la police pour que la police vienne, et la police ne vient pas. Ces enfants sont mineurs. Et ce qu'on voit très bien dans le doc, et ce que vous soulignez, c'est que 80% de ces enfants viennent de l'ASE, mais aujourd'hui 20%, et c'est une part qui va grandissante, sont des enfants qui sont issus de tout milieu, de toutes les régions de France. Il n'y a pas un endroit en France qui est épargné par ce phénomène. L'ASE, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces foyers, en fait, ce sont des viviers pour un système qui est de mieux en mieux organisé. Alors, il y a des réseaux qui sont ceux de la DZ Mafia, il est cité, parce qu'ils appliquent à la prostitution le système qu'ils ont mis pour la distribution de drogue. C'est un système qui est parfaitement huilé. Il y a le viol qui est systématique et qui est comme une initiation qui est filmée. Parce que c'est le côté terrifiant de cette menace. Ces enfants ne peuvent pas parler parce qu'elles sont menacées par le fait que leur viol soit diffusé sur les réseaux sociaux. Et derrière ça, il y a les gagneuses, il y a des termes qui sont des rabatteuses. Ce sont des termes qui sont ceux d'une mafia. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une institution qui ne protège pas les enfants, comme elle ne les protège pas quand ils sont à l'école. Et c'est terrifiant. Merci beaucoup. Bravo à toutes les quatre. Merci. Troisième mention, ex aequo pour Ceci est mon corps. Auteur-réalisateur Jérôme Clément Vils. Production Kidam et Squat. Diffusion sur Arte. Alors, ce qui nous a beaucoup frappé dans ce documentaire, outre l'histoire de ce jeune homme, c'est le déni parental. C'est la manière dont des parents, à qui un enfant vient confier qu'il a été violé par, là c'était un curé à tel moment de son histoire, les parents ne croient pas, les parents ne protègent pas, et cet enfant est laissé totalement à l'abandon par rapport à quelque chose qui lui est arrivé de gravissime. Christine Ascoli, psychologue clinicienne, vous présente ce documentaire. C'est un documentaire à la fois très touchant et très éclairant, parce qu'on accompagne un jeune homme dans un parcours, une quête de réparation après un traumatisme sexuel dans l'enfance. Et ça nous émeut beaucoup. C'est très éclairant parce que ça montre avec une vraie acuité et une vraie humanité la façon dont un traumatisme sexuel peut avoir des conséquences extrêmement délétères et extrêmement invalidantes dans un parcours de vie. Entre autres, par la fonction d'un déni parental que ce documentaire nous montre avec beaucoup de précision, avec des parents aimants, des parents attentifs, mais qui par ailleurs n'arrivent pas à se représenter ce qu'a vécu leur enfant. Même à l'âge adulte, le déni n'arrive pas vraiment à se lever. Peut-être de façon ponctuelle, mais pas plus. Ça souligne une fois encore à quel point pour un enfant, ne pas être entendu, ne pas être reconnu dans le drame qu'il vient de vivre, dans cette tragédie-là, l'enferme dans une chape de silence qui l'isole du monde, et enfin des autres, et du monde. Et ça peut l'accompagner toute sa vie. C'est
très finement montré dans ce documentaire. Le deuxième point, c'est autour de l'amnésie traumatique. On a une image très théâtrale de la levée de l'amnésie. On imagine le rideau qui se lève et la scène qui apparaît dans tout son récit et sa présence. Ça fonctionne le plus souvent d'une façon très différente. C'est-à-dire que la mémoire lâche une sensation, un souvenir de façon parcellaire, que petit à petit elle tricote un récit lacunaire et que c'est avec ça qu'il va falloir pouvoir refaire son chemin de vie. Là, on le voit tout à fait. Il n'empêche que dans ce film apparaît vraiment l'idée que peu à peu les choses se ravaudent et que ce jeune homme peut s'approprier son récit de vie. Le troisième point, beaucoup plus subtil, mais je trouve qui est montré de façon touchante dans le documentaire, c'est la façon dont le corps porte trace du désastre. On voit au fil du temps ce jeune homme changer physiquement, s'approprier son corps, y être infiniment plus à l'aise, ça se voit, même devenir plus beau, et ça c'est extrêmement touchant. Je suis dans le jardin de l'intendance. Tu reconnais? Dans le jardin de quoi? De l'intendance, c'est celui qui est rue de l'intendance. Là, j'ai défilé en louveteau aux fêtes de Jeanne d'Arc. C'est lui. Je me souviens, du fond de la cantine, depuis la table de direction, Olivier me regarde, me fait venir et me serre contre lui. J'ai des trous dans la mémoire. J'aimerais qu'Olivier me dise tout ce qu'il m'a fait, mais je sais que c'est plus possible. Seules les dernières années émergent, et dans mes souvenirs, souvent, je me vois sonner à sa porte, ressortir par le jardin, mais de ce qui s'est passé entre, rien. Je demande au réalisateur Jérôme Clermont-Vitz, auteur et réalisateur, de bien vouloir nous rejoindre. C'est terrible parce que ceux qui doivent nous protéger ne nous croient pas. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que ça quand on ne peut même pas se confier à ses parents et les avoir comme protecteurs, Bernard? Oui, d'abord, après avoir écouté Christine Ascoli et son commentaire tout à fait subtil de ce film, vous voyez la chance que j'ai de diriger l'Institut contemporain de l'enfance avec elle. Merci beaucoup. Alors, je trouve... Non, mais je trouve plusieurs choses. D'abord, là, on peut parler de déni. C'est pas tout à fait comme dans l'autre film où il y avait vraiment une décision de silence assez consciente, de pas troubler l'institution, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment de l'ordre du déni chez les parents qui ne peuvent pas. Alors, il y a le jeune là, est pris entre deux choses. Il y a son amnésie à lui et il y a le déni des autres. Comment on construit un récit avec ça, hein? Je rappelle que La Rochefoucauld avait dit toutes les catastrophes sont supportables ça demande à vérifier, mais enfin bon. Toutes les catastrophes sont supportables pourvu qu'on puisse en faire un récit. La narrativité, le récit, c'est absolument essentiel pour pouvoir supporter quelque chose qui a été terrible. Et là, il a deux obstacles fondamentaux. Il en a un en lui, sa propre amnésie traumatique, on pourrait dire latence traumatique aussi, peu importe. Et puis, il y a le déni des personnes qui pourraient l'écouter. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Et là aussi, une autre référence littéraire, Primo Levi. Primo Levi, si c'est un homme, quand il est rentré des camps de concentration, là, je ne sais pas si la catastrophe est supportable, même si on peut la raconter. Mais enfin bon, en tout cas, il a voulu la raconter.
Et quelque chose de très traumatique pour lui, c'est quand un jour, il a voulu raconter ça, il était à table avec sa famille, sa mère s'est levée et est partie faire autre chose. Elle ne voulait pas entendre ce qu'il commençait à pouvoir essayer de dire en dépit de toutes les difficultés. Je ne dis pas que c'est directement à cause de ça qu'il s'est suicidé quelques années après, mais je veux dire, la catastrophe sans témoin est une catastrophe majorée, et le déni des parents, là, est quelque chose qui majore la catastrophe aussi. Alors ce film qui ne va pas être diffusé est toujours disponible en accès libre sur la plateforme d'Arte, Arte TV, et la chaîne YouTube d'Arte, et ce jusqu'au 20 avril 2027. Jérôme Clément, vite, un mot. Bonsoir, merci beaucoup pour ce prix. La nuit dernière, Andrea Bescon, autrice et réalisatrice des Chatouilles, l'a passée en garde à vue pour avoir manifesté devant le ministère de la Justice. Elle aura passé plus de temps derrière les barreaux que l'immense majorité des violeurs d'enfants. L'affaire Liana me fait saigner les oreilles. Quand j'entends parler de dysfonctionnement de la justice, quand je vois le nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateaux crachés sur les juges, je ne peux voir qu'une immense explosion d'hypocrisie. Depuis des dizaines d'années, voler un rouleau de PQ a plus de chances de vous envoyer devant un juge que de violer un enfant. Depuis des dizaines d'années, des mouvements citoyens demandent au droit, à la police et à la justice d'évoluer, mais tout est silent. Or, toutes les 3 minutes, un enfant est violé en France. Dans le cas qui me concerne, mon violeur a bénéficié de 35 ans d'impunité. 35 ans, ça sonne comme un chiffre neutre, presque abstrait. Mais c'est des centaines et des centaines de viols. C'est des tierges dans des anus de petits garçons. C'est nos tentatives de suicide. C'est nos vies cassées en deux. Depuis des dizaines d'années, je me noyais et il n'y avait pas de bord à la piscine. C'est ça ce qu'on appelle la deuxième victimisation. Quand la société nous regarde nous noyer et qu'il n'y a pas de bord à la piscine. Ces dernières semaines encore, on m'a rétorqué plusieurs fois, il n'y a qu'un coupable en fait, c'est le violeur. Mais c'est pas vrai. Car ouais, je le dis, il faut un village pour violer un enfant. Il faut un village pour protéger un violeur. Il faut des familles pour protéger des violeurs. Il faut des dizaines de personnes qui ferment leurs oreilles, qui n'entendent pas, qui ne relèvent pas. Par flemme, par manque de courage, par manque d'attention pour ses propres enfants. Et remettre en cause la parole des victimes, remettre sans cesse en cause les faits et les responsabilités, c'est ça, la deuxième victimisation. Et cette deuxième victimisation, elle vient de nos plus proches, et elle dure souvent toute une vie. J'adresse donc cette question à chacun de nous, à chacun de vous. Avez-vous été là quand on avait besoin de vous? Avez-vous à chaque fois écouté quand il le fallait? Avez-vous réagi? Avez-vous vraiment fait tout ce que vous pouviez? Mon bord de la piscine, ça a été le cinéma documentaire. Et je veux remercier toute l'équipe du film pour avoir cru dès le début que dans ce marasme, il était important de faire œuvre. Une œuvre politique qui deviendrait un objet collectif. Mon bord à la piscine, ça a été mes avocats, Maître Edmond Claude et Antoinette Fréty. Il a fallu soulever des montagnes de poussière qui recouvraient mon histoire, et ils l'ont fait patiemment, obstinément. Merci pour ce prix, qu'il puisse donner encore plus de levier pour les luttes à venir. Voilà, c'est pour ce genre de témoignage qu'il y a aussi le prix Média Enfance majuscule.
On va terminer avec les documentaires tournés à l'étranger, avec un prix pour Rachid, The Boy from Sinjar. Auteur-réalisatrice Jasna Krajinovic, pardon si je prononce pas bien. Production Hélicotron, Alter Ego, Clin d'œil film, Dérive, diffusion sur France 3. Oui, c'est important ce film parce que ça montre ce qu'on ne voit pas des jeunes qui vivent la guerre, qui sont parfois pris au sein de génocides, comme c'était le cas pour les Yézidis, et les exactions subies, et ensuite comment on reprend sa vie, comment on peut redevenir un enfant, un adolescent qui va à l'école, qui apprend. C'est extrêmement important. Philippe Lamaison, artiste plasticien, qui nous présente ce documentaire. Bonsoir à tous. Dans le cadre du Prix Média édition 2026, le jury réuni par Enfance Majuscule a tenu à distinguer tout particulièrement pour le documentaire réalisé à l'étranger, le documentaire intitulé Rachid, the Boy from Sinjar de Jasna Krajinovic, et diffusé par France 3 en août 2025. Le jury a été particulièrement sensible déjà au thème global qui traite du drame et des persécutions de la minorité yézidi dans le cadre du conflit qui s'est déroulé en Syrie. Mais l'association, évidemment, a été sensible et a voulu valoriser le parcours de ce jeune adolescent violenté et incarcéré dans le cadre du conflit et qui retourne dans sa famille et tente de se reconstruire. Les axes sont nombreux pendant cette heure et 20 minutes que dure le documentaire et beaucoup d'angles d'un très grand intérêt sont développés. Celui de la création ou de la recréation de liens d'affection à l'intérieur de sa famille et avec ses amis, l'anxiété par rapport à des membres de la famille toujours incarcérés et dont tout le monde attend qu'ils reviennent au sein de la famille après le conflit. Et enfin, la projection vers un futur qui passe malheureusement par l'exil en Australie pour cette famille. Enfin, le jury a tenu à particulièrement distinguer la qualité de la réalisation et la beauté de la photographie de ce documentaire. Il termine d'en faire une œuvre magistrale et qui mérite toute notre attention. Bon visionnage et bonne soirée. والفرمان إذا بو فرمان أرسي هشت بشتي عيدين عيدا تشليها بيني شغلت بندا إذا جانا مثلا نشتين هذا بابي خوي بيرو أو والبازان إذا بابي مكشتن قال لك أبجينا خوش بوضا جبوي ملتي إستي كشتن نابو ليز دفكرم وشخو برتكم چما هفچن فرمان تینا سریما چما بودي سوبين ونبراني ستوب برنامج مسلمان بالداي gelek şu an şüphe و ادخاء اولنا شباب يريدون أن تركيا يعيش الشغال ماضيين والاقتصاد مجتمع. نكمل حقيم البرهبة حقيم نويت شوي درنا كتمه هلو باشي حالتها الحمد لله وعليكم والله يا خدي كاميرته هاي بيسبي زودا شيرينا يا قرمة فرنام زحمة القرميدة
وهابيني وفرناي قريبي عادة همنك هارتي قرن نقول بركي شغلك يجيبك وبدر بيفرني ان شاء الله عن طريق تجي الدولة اللي بياخذ هو حتى من بدلنا من دبي السيرش كان دي تقاي بشغل يعني كان دي تلول بمين انه تقاي بشغلي حسب اللغات هذه شغلة الشغل اللغات هذه مكان شغلة انه اللغات باهاي انه حتى بالشغل راتبي تقولنا بينه ولا الشغل هذا ما شغله انت حالي باي تلفنا خالي خوينا شركة بريكاد أو شيء بري فرماي ببدأ ثاني من شيء ودري أزو بيقدر بدأ عشان بيقدر صفايا كده بيدا مرسو وخالي ميت كندا بس شنو هر دولة تقدس بكافي ستشمي يعني والله. Je demande à Julien Gidouin de bien vouloir nous retrouver. Bernard ? Oui, j'ai trouvé que c'était effectivement un très 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 beau film. Bon, il est politique, il est esthétique, il est extrêmement émouvant. Extrêmement émouvant parce que c'est des vies dévastées, c'est la peur, c'est l'espoir d'un ailleurs, l'espoir d'une reconstruction. En fait, il y a Sinjar, mais l'autre grand personnage, c'est la ville. On voit, hein, la ville qui est dévastée comme le psychisme de ces différentes personnes. Et avec cette... je trouve que la mort psychique pour les jeunes, peut-être pour tout le monde d'ailleurs, mais la mort psychique pour les jeunes, c'est quand demain sera pareil. Le risque que tout soit toujours pareil. Comment demain pourrait être différent ? L'espoir d'un ailleurs, l'espoir d'autre chose, c'est extrêmement touchant la manière dont vous le montrez. C'est un passé en ruine, c'est une ville en ruine, un passé en ruine et un avenir très très compromis quand même. Merci beaucoup. Julien Gidouin, un mot. Non, mais écoutez, je suis très très heureux d'être ici, très heureux de recevoir ce prix évidemment. J'ai une pensée pour mes autres collègues de l'image. On était 3, puisque le film s'est tourné sur 4 ans. Donc voilà, c'est pas toujours simple de suivre un tournage aussi long. Pour ma part, j'ai fait toute la dernière partie. Vous avez des nouvelles de ce garçon ? On a des nouvelles de Rachid. Moi, je suis retourné en Irak, en fait, parce que le film a été sélectionné dans un festival à Erbil, enfin près d'Erbil en tout cas. Et donc, Rachid est revenu voir sa famille à cette occasion. Oui, on a eu des nouvelles. Ça va pas super fort, hein. C'est très difficile de quitter son pays, c'est très difficile de quitter sa communauté, c'est très difficile de quitter sa famille, puisque sur place, il a laissé sa grand-mère, son père, sa belle-mère, sa petite sœur. Donc non, c'est difficile, il parle pas anglais, il n'arrive pas à apprendre l'anglais, il sait pas écrire. Donc il y a de nombreuses difficultés qui s'accumulent dans sa vie. Cependant, il tient bon, il arrive à avoir quelques amis, mais non, c'est très difficile, hein. Qu'est-ce qui reste après une guerre et un génocide ? Il reste pas grand-chose, et le si peu qui lui reste, c'est pas à ses côtés, quoi. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour ce prix. On va terminer. On va vous remettre là. On va terminer avec le dernier prix. C'est une mention pour Ukraine, l'enfance volée. Auteur Tetiana Primachuk, réalisateur c'est Tetiana également et Philippe Lanier. Production Kappa New One Studio, avec la participation de France Télévisions et Diffusion sur France 2. Alors justement, par rapport à ce qui vient d'être dit là sur la reconstruction, sur la difficulté dans un pays en guerre ou après un génocide à se reconstruire,
Ce que nous montrait ce documentaire sur Ukraine, l'enfance volée, c'est la mobilisation des psys qui travaillent vraiment pour la reconstruction psychique des enfants qui ont été expédiés en Russie et la reconstruction psychique des enfants qui vivent la guerre en Ukraine. Et c'était très intéressant. C'est Isabelle Clanet, dite Lamanic, avocate spécialisée en droit des enfants, membre du Conseil de l'ordre du barreau des Hauts-de-Seine et bâtonnière en 2023-2024, qui va nous présenter cette vidéo. Parler des 7,5 millions d'enfants ukrainiens, c'est d'abord suivre Tetiana Primachuk, journaliste franco-ukrainienne, et l'écouter nous raconter la guerre. Pas celle des adultes, non. Celle vécue à hauteur d'enfants. Victimes silencieuses, presque invisibles, dans leur rire, leur silence, leur jeu, leur regard perdu, leur chant et aussi leurs larmes. 4 millions d'enfants déplacés depuis l'invasion russe du 24 février 2022. Ce documentaire donne vie aux enfants malades de l'hôpital de Kiev bombardé. Il donne la parole aux enfants blessés, amputés, endeuillés, traumatisés et meurtris. Aux enfants qui réapprennent à marcher et courir, prothèses aux pieds. Aux enfants volés du Donbass, déportés de force en Russie. Il nous parle du stress post-traumatique, de ceux qui restent saisis par les bruits, de ceux qui sont inquiets pour leurs proches, de ceux qui n'attendent plus personne et n'arrivent plus à pleurer. Il nous parle aussi de toutes celles et ceux qui, dans la guerre et les bombardements, entourent, soignent, enseignent, écoutent et prennent soin. Ceux dont la devise est « Chaque sourire retrouvé est déjà une victoire contre la guerre ». Car au fond, qu'y a-t-il de plus important que cette impérieuse nécessité, celle de réparer les enfants? Chaque matin, à 9h, le cœur de l'Ukraine bat au même rythme. Pendant 1 minute. 60 battements dans tous les haut-parleurs du pays. Un hommage aux militaires, aux civils, aux adultes et aux enfants. À tous ceux qui pourraient encore être en vie si la Russie n'avait pas déclenché cette guerre. À la fin de la minute de silence, l'hymne national. Слава Україні! 20 anciens élèves de ma cousine ont été appelés sous les drapeaux. 5 ont déjà perdu la vie sur le front. Aujourd'hui, personne n'est épargné par ces conflits barbares. Dans cette guerre qui s'enlise, il est une victime innocente, presque invisible. L'enfance. Les traumatismes sont comme des radiations. Ils détruisent l'avenir des enfants sans qu'on s'en aperçoive. Les Russes ont tué mon père. Je ne ressens qu'une chose. Je veux que tous les Russes crèvent. Je hais toute la Russie. Comment empêcher ces enfants meurtris de devenir des adultes assoiffés de vengeance? L'Ukraine a-t-elle les moyens de prendre soin de la santé mentale de ces êtres vulnérables quand la priorité est de sauver des vies et de repousser l'ennemi? Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. L'histoire de ces enfants, c'est celle de mon pays. Je vais vous la raconter avec mon regard, celui d'une journaliste,
mais aussi d'une Ukrainienne et d'une mère. Je vais demander à Franck Duprat, Tetiana Primatchouk et Philippe Lanier de nous rejoindre pour récupérer leur prix avec un mot de Bernard. Oui, bon, je crois que le film est tellement marquant, je ne vais pas en rajouter trop. Il est vraiment extrêmement profond et grave, parce qu'on voit la possibilité de désastre transgénérationnel, quand les deuils impossibles se transforment en agressivité, en violence, en désir de vengeance. Bon, je veux dire, c'est tout l'avenir qui est en jeu. Des deuils impossibles, des deuils différés, des enfants volés, etc., etc. Mais je suis très admiratif du travail qui est fait quand même par les 2 psychologues ou pédopsychiatres, là, je ne sais plus très bien. Quand on voit quand on dit ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pédopsychiatrie française, hein, dans des conditions absolument extrêmes, ils arrivent à faire un travail remarquable avec ces enfants qui réouvrent quelque chose pour l'extérieur. Et moi, ça me fait toujours penser ce travail. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous explique un petit peu ce qu'on devient après. Mais ce qu'on devient après peut toujours remanier un petit peu ce qui s'est passé avant. Il y a un écrivain américain, Tom Robbins, qui a dit « It's never too late to have a happy childhood ». Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Alors évidemment, on ne peut pas changer les événements qu'on a vécus, et les enfants du CRED ne peuvent pas changer les événements qu'ils ont vécus. Mais peut-être que le travail magnifique qui est entamé là peut leur permettre peut-être de se réconcilier progressivement avec leur histoire précoce, avec leur histoire dramatique et avec leurs deuils initiaux. Un grand merci d'avoir montré cette possibilité. Merci et bravo. Et un mot de Franck, toi ou Tetiana pour nous parler de cette réalisation. Bonjour, merci beaucoup pour ces prix. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et 4 mois que la guerre, elle persiste en Ukraine, que les Russes continuent à attaquer et déporter les Ukrainiens. Et l'enfance en Ukraine est maltraitée donc, par la guerre. Les enfants sont tués, blessés, mutilés, aveuglés, orphelins, traumatisés, déportés, russifiés, désukrainisés. Les enfants naissent dans les caves et grandissent sous les bombes. La guerre, c'est quelque chose de terrible, ça laisse les traces ineffaçables. Mais ce film parle aussi de la résilience, de la capacité de se relever, à rester un enfant malgré tout, à continuer de rêver, de jouer, d'espérer, alors même que tout pousse à grandir trop vite. C'est un film sur l'enfance ukrainienne, mais les enfants du monde entier, et là où il y a les conflits, là où il y a les guerres, méritent qu'on fasse un film sur lui, sur eux. Je pense aux enfants de Gaza, du Soudan, de l'Iran, du Liban, de la Syrie, du Congo, du Yémen, de la Birmanie, d'Afghanistan et de beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Merci à Franck Duprat de me produire. Merci à vous. Franck, pour terminer, un petit mot. On disait tout à l'heure combien il était parfois difficile de vendre ce genre de sujet à un diffuseur, quel qu'il soit. Ça a été diffusé sur France 2. Ça a été difficile aussi ? Écoutez, non, France Télévisions a joué le jeu tout de suite. L'idée les a séduits tout de suite. Donc je tenais à les remercier. Je vous remercie pour ce prix aussi, parce qu'en fait, ce soir, on essaye d'aider les enfants, mais surtout, je crois qu'il faut lutter contre l'indifférence et contre l'oubli, qui sont quand même 2 grandes maladies qui font que les gens détournent le regard. Donc, Tetiana a voulu nous montrer ça. Je pense qu'il est de plus en plus difficile de parler des enfants à la télévision, de plus en plus difficile de parler de la guerre, de plus en plus difficile de parler de la guerre en Ukraine. Donc, à chaque fois qu'on peut rappeler cette réalité, c'est bien. Donc, merci. La guerre en Ukraine, on en parle moins parce qu'il y a l'Iran maintenant. Donc ça a occulté un peu, c'est passé devant la guerre en Ukraine. D'autres conflits ont pris la une des médias, mais en espérant que le jour où ça s'arrêtera en Iran, on pourra peut-être revoir à la une la guerre en Ukraine. Merci. J'espère que d'ici là, ça sera arrêté. Oui, ça sera arrêté tout partout. Non, mais oui, mais si c'est peut-être plus rapide, il faut demander à Trump. On a un peu du mal à savoir ce qu'il veut faire. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Alors, on va maintenant inviter tous les lauréats et les jurés pour la photo de fin qui va se dérouler, qui va se passer ici.
Tout de suite après, il y a un cocktail. On va remercier d'ailleurs Christopher Appert pour ses petits fours sucrés et nos amis d'MCD qui sont ici, qui nous aident tous les ans pour ce magnifique gala Salgavo qui nous permettent de boire du champagne et du vin avec modération évidemment. Il y aura aussi des interviews de tous les gagnants. Alors je vous demanderai de passer derrière la salle de cocktail. Vous avez un couloir, vous verrez Nathalie qui sera là-bas pour vous poser 2-3 questions sur vos prix, juste pour dire tellement vous êtes heureux. Et puis sachez aussi qu'il y a une captation, donc elle pourra être revue sur le site d'Enfance majuscule. Et enfin, toutes les affiches que vous pourrez trouver sont à votre disposition. Vous n'hésitez pas à les piquer, elles sont pour vous. Elles sont pour vous vraiment. Hein. Voilà, et merci 1000 fois d'avoir accepté. C'est la plus grosse affluence qu'on ait eue sur ce prix Média pour cette 14e édition. Un grand merci à vous et merci à Bernard. Merci à toi. Merci.